Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le Café Presse Politique est de retour ce mercredi, enregistré le matin, diffusé l'après-midi pour cause de confinement, pour cause de couvre-feu à partir de 17h pendant le mois de Ramadan. C'est Ramadan, très heureux de vous recevoir, comme tous les mercredis. Un peu moins heureux d'être ici à la place de... Beaucoup moins heureux d'être à la place de Khaled Drani, dont c'est le 33e jour de détention et dont c'est le 5e numéro qu'il ne présente pas à cette place. Khaled Drani, présentateur du Café Presse Politique, journaliste arrêté pour avoir couvert régulièrement depuis le 22 février le Hirak et toujours en détention dans la prison de Cléa, que nous saluons et auquel nous dédions chaque numéro de ce Café Presse Politique. Pour nous accompagner dans ce numéro, je commence par l'Arbi Marhoum, dont c'est la première, architecte, proche de nous, proche de la radio. Il est passé plusieurs fois sur des thèmes des politiques publiques d'urbanisme. Bonjour Larbi. Bonjour. Dans un exercice, le public va te découvrir aujourd'hui. On en touchera un mot tout à l'heure. Abdelkarim Bouedra de Nebni, consultant, donc cofondateur de Nebni. Bonjour Abdelkarim. Membre de Nebni, oui, effectivement. Merci. Et avec nous, le grand plaisir de recevoir à nouveau dans le Café Presse Politique, un historique du Café Presse Politique, notre collègue, confrère, journaliste et éditeur de MENA Défense, Akram Khriyev. Akram, bonjour. Bonjour. Qui va nous suivre à partir de son lieu de confinement. Akram, tu as déjà eu l'occasion de parler de ton expérience donc de lutte, de bataille contre le Covid que tu as subi. Tu t'en es sorti sur cette antenne, mais c'est dans un autre espace, Maranesh Sektin. On est très content de te recevoir à nouveau dans le Café Presse Politique. Ça va mieux. Je ne sais pas, la photo que j'ai devant moi, est-ce que c'est celle de maintenant que tu as perdu un peu de poids à cause de la maladie ou l'aqdema? Merci. C'est beaucoup. Ça va. C'est en train de rentrer dans l'ordre. Ça va. Non, ça va. Voilà. Alors, les amis auditeurs sur les réseaux sociaux nous ont beaucoup remercié pour avoir réussi à organiser un débat contradictoire la semaine dernière avec notamment la journaliste Rania Moufok et peut-être aussi un peu la semaine d'avant avec Sofiane Djilali. Je ne sais pas si on va réussir le même exercice aujourd'hui. Je ne sais pas qui va être dans le rôle de Sofiane Djilali et de Rania Moufok. L'Arbi Moufok, tu vas être. Je proviens Abdelkarim Driss. Mais on va alors pour répondre plus sérieusement à nos amis auditeurs, cette demande tout à fait légitime d'essayer d'organiser des débats contradictoires. Évidemment, nous cherchons à la prendre en charge, mais c'est pas toujours possible parce que c'est pas toujours possible de trouver les interlocuteurs qui portent un point de vue différent et qui sont prêts à le développer dans un débat de ce type-là. C'est un peu un piège, effectivement. Mais ça reste le seul endroit où on peut espérer avoir un débat contradictoire. Nous l'espérons. De toute façon, nous faisons tout pour que ça soit le cas et que tous les gens qui portent des points de vue divergents puissent s'exprimer en toute liberté. On ne va pas déroger à la règle. Donc, l'image de la semaine du Café Presse Politique, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine, Abdelkarim? Indéniablement, l'image des mamans, des femmes, des enfants, des détenus d'opinion. Donc c'est quelque chose qui nous vient, j'imagine la maman de Hamitouch, les femmes de Taboud, de Larbi ou Ladhom, et on se dit pendant que nous on est comme même confinés en face de nos familles, ils doivent être en train de pleurer, donc c'est quelque chose qui me vient tous les jours. Donc c'est ça un peu l'image. Oui. Dans ma tête. Oui. J'essaie, juste une parenthèse, j'essaie de me rappeler. Moi, j'étais en prison pendant Ramadan en 81, donc j'ai fait 8 mois de prison. Le ftour, ils يجيبوه لك كي يغلقوا تخلص la récréation في الحراش on ferme les. Nous, on était au Cabanon, oui, كان حسين Ahmed, les étudiants de 81, et tu dois attendre le maghreb باش تاكل الفطور يبرد.
J'en rajoute un petit peu par rapport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repas chaud en fait. Parce qu'il y a un décalage de 2 heures entre le moment où on te ramène le ftour تاعك et le moment où c'est la rupture du jeûne. وفرحنا خالد قال لك الماكله خير من تاع جعفر خلوفي بعد. Ton image de la semaine, Arbi. Mon image de la semaine est un peu plus positive, c'est toujours lié au Covid. C'est la formidable solidarité qui s'installe pour prendre en charge les familles démunies, parce que avec le Covid, il y a plein de gens qui se retrouvent sur le côté, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas, et plus particulièrement, je suis d'un peu plus près ce qui se passe à Oran. Ils font un boulot formidable en dehors des institutions et en dehors des associations, j'allais dire, qui s'organisent pour ça, et véritablement un élan de solidarité de gens qui font énormément, qui se réveillent à 7h du matin jusqu'à 17h, ça marche, ils distribuent, ils aident. Et nous avons dédié sur Radio M une rubrique Rewaq al-Abyad dans Marrakech Saktin pour faire parler ces expériences, les rendre visibles et essayer de voir en sorte de les connecter et qu'elles puissent accéder aux donateurs, parce que les donateurs c'est extrêmement important. Akram Kherif, ton image de la semaine? On a simplement l'incarcération de Walid Kchida à Sétif pour des dessins humoristiques, pour avoir géré une page web, une page Facebook drôle. Alors, c'est très bien que tu aies évoqué cela, c'est un hasard, mais je comptais démarrer ce café presse politique sur cette thématique de la loi, des amendements qui ont été portés au code pénal et qui aujourd'hui peuvent criminaliser des publications sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous sommes dans une séquence, on va faire évidemment l'analyse politique de la séquence au sens large, mais sur cet aspect-là de la répression, il y avait la répression des gens qui marchaient dans la rue, il y a la répression des journalistes qui couvrent, on connaît l'exemple de Khaldarni. Maintenant, il y a la répression des, non pas lanceurs d'alerte, mais des gens qui interviennent, les citoyens qui interviennent sur les réseaux sociaux, qui répercutent des publications qui peuvent être critiques à l'égard du pouvoir, qui peuvent avoir donné une information différente de l'information officielle. Et on a le sentiment qu'il y a la volonté aujourd'hui de mettre sous cloche l'espace numérique, l'espace de l'expression numérique en Algérie. Est-ce que c'est un projet réaliste et combien il peut coûter aux contribuables algériens? La question s'adresse à Akram Kherif. Bon, c'est un projet qui est en cours, qui a commencé il y a longtemps, qui a commencé avec les printemps arabes en Algérie. On a vu vers 2011-2012 l'importance qu'avaient les réseaux sociaux dans la structuration de la contestation populaire. Donc ils ont commencé à réfléchir à ça. Ça a commencé à donner des résultats réels à partir de 2014. Et ils ont, disons, quand je dis ils, je parle des autorités, donc ils ont un petit peu... Qu'est-ce que tu appelles donner des résultats en 2014? C'est-à-dire repérer un peu ceux qui publient et les poursuivre? Des résultats sur le terrain, je veux dire. Donc il y a eu la création de structures, la formation de gens, des décisions stratégiques par rapport à ça. Entre-temps, donc en fait, ils ont choisi de reproduire sur l'espace numérique ce qui existe sur le terrain, donc une sorte de surveillance multicouche qui commence par l'indic du quartier, qui va faire, comme le cas de Walid Kchida, qui va faire juste des captures d'écran de publication et aller les donner aux autorités, et qui va jusqu'à la surveillance de masse, la surveillance, disons, de l'espace très très restreint dans le numérique. Et en termes de coûts, je pense que le schéma global est déjà abouti. Il est déjà abouti, donc je ne pense pas que le contribuable ait à payer encore plus. Attends, Akram, le schéma global, c'est quoi? C'est des serveurs, c'est des filtres, c'est une technologie, elle est fournie par quel pays? On parle beaucoup de la Chine, on parle de Huawei en particulier. On dit que il y a eu un rapprochement très fort entre l'Algérie et notamment le général Schrem et la ministre des Communications et cet opérateur chinois mondialisé qui fournit ces solutions-là qui permettent de surveiller l'espace numérique d'un pays. Allô, Abdou Sammar? Allô? Non, ça c'est vraiment du Abdou Sammar. C'est pas vrai. Oui, c'est résumé de manière
c'est Marianne la situation. C'est pas ça. D'abord, je vais vous raconter une anecdote. Je fais des salons d'armement, des salons militaires un peu partout. J'ai fait par exemple le dernier salon auquel j'ai participé, c'était l'avant-dernier, c'était à Paris, le Millipol. Le Millipol, au Millipol, il y avait une demi-douzaine de sociétés chinoises qui vendaient à Paris, au cœur de l'Europe, des solutions de monitoring des réseaux sociaux et des réseaux Internet de manière tout à fait normale. Sans parler de la vingtaine de sociétés israéliennes qui étaient là-bas, de la cinquantaine de sociétés européennes. C'est bien de rappeler que tout le monde peut vendre ça. Ah oui, oui. Aujourd'hui, il faut parler d'un problème global qui est ce qu'on appelle la weaponisation, donc armée, les technologies de surveillance. Wesh, ça pose un problème parce qu'on le voit très bien. Ce qui a mené à l'assassinat de Jamal Khashoggi en Turquie, ça a été un programme de surveillance électronique saoudien. Hein. C'est comme ça qu'on a pu le traquer et le ramener au consulat d'Istanbul. Donc, aujourd'hui, on a de manière globale un problème de classification de ces logiciels-là comme étant des armes. Et elles ne sont pas, ces logiciels ne sont pas classés comme étant des armes. Donc, ils sont libres de vente et d'achat un peu partout dans le monde. Ce qui fait que dire que c'est la Chine qui nous aide, que nous sommes sous la coupe des Chinois, je sais pas quoi, ça c'est totalement faux. Aujourd'hui, l'armée, les services, la police, la gendarmerie reçoivent font participer à des appels d'offres des sociétés italiennes, françaises, américaines, des Américains par exemple. Et ça c'est notoire, hein. Ce n'est pas un secret d'État. Vous allez sur le site, sur leur site, vous allez le voir. La solution de DPI, donc de Deep Packet Inspector, donc c'est les logiciels qui permettent de filtrer et de surveiller les mots-clés recherchés. C'est une société américaine qui nous a vendu ça. Alors que les Américains sont très réticents à nous vendre des armes. On a d'autres sociétés italiennes et françaises qui nous ont vendu des équipements et des logiciels. Et donc on va considérer que ce ne sont pas encore des armes. C'est pour ça qu'on peut les vendre. Pas des armes, c'est en vente libre. Larbi Marhoum, qu'est-ce que tu as retiré de tes publications Facebook depuis qu'il y a cette loi? Parce que maintenant on peut te repérer. Alors, non, tu n'as rien écrit contre Ahmed Gaël Salah que tu regrettes. Si je peux terminer. Oui. Ah, tu es en train de sauver Larbi Marhoum parce qu'il est en train de chercher ce qu'il a retiré depuis 2 jours. Là. Corporation d'architectes à Texas. Sauf aujourd'hui, on a une reproduction de la vie réelle sur l'espace web, avec tous les outils qui le permettent. Ces outils-là existent partout, pratiquement dans tous les pays du monde, et ils en disposent. Donc, le véritable problème, c'est la partie juridique. La partie utilisatrice. Exactement. Maintenant, qu'on soit surveillé, pratiquement tout le monde est surveillé sur Internet. On peut noter que ça s'est renforcé avec la lutte contre le Covid-19. Exactement. Notre véritable problème, c'est que on a un manque de discernement des autorités judiciaires. On a un manque aussi de précision dans la loi. La loi, quand elle dit subversion, il faudrait définir la subversion. Lorsqu'elle dit atteinte à l'unité nationale, il faut aussi définir ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le logiciel vendu par la Chine ou acheté par le Shram ou acheté par je ne sais qui. Donc, la véritable problématique aujourd'hui, c'est que le moindre policier qui note le PV d'audition d'une personne incriminée ou la poursuivie, lui pourra, de son propre chef, décider si c'est une atteinte à l'unité nationale ou si c'est rien du tout. Alors, les utilisateurs, Larbi Marhoum, qui peuvent, on va dire, corrompre l'utilisation de ces moyens de surveillance, ça nous ramène au terrain politique. Oui, c'est-à-dire que j'avais écrit il n'y a pas longtemps sur cette histoire-là quand ils ont commencé à serrer les vis, ce que je trouve être
être un soubresaut naturel du système politique algérien. Ce qui s'est passé sur la presse écrite est en train de se passer dans le web. J'avais fait un petit calcul con. Je me suis dit, bon, il y a combien de personnes qui ont voté? Il y a combien de personnes qui ont voté pour le président Tebboune? Il y a combien de personnes qui ont voté contre? Il y a combien de personnes qui n'ont pas voté? J'ai fait le calcul, je me suis dit, il y a 18 millions qui ont le droit de critiquer puisqu'ils n'ont pas voté pour le président. Et donc, on est dans cette espèce d'aberration de ce qu'a dit notre ami, c'est la précision des termes. Qu'est-ce qui relève de la diffamation? Qu'est-ce qui relève de la subversion? Qu'est-ce qui relève de l'atteinte à la sécurité de l'État? Aujourd'hui, il y a 18 millions de personnes qui sont en droit, parce qu'ils se sont exprimés dans une démocratie qui est là, de critiquer l'action du président. C'est quoi critiquer l'action du président? La grande question, elle est là. C'est quoi? Comment, dans un système où la liberté d'expression est théoriquement garantie, c'est quoi critiquer l'action de l'exécutif, du gouvernement ou de n'importe quelle institution au sein de la République? C'est une question que tu me poses, je dois répondre. Non, c'est la question que je pose à ceux qui sont chargés d'essayer de donner un contenu juridique à cette histoire. Il va bien falloir fixer les choses. C'est des choses qui sont pratiquement infixables parce que ça relève de la subjectivité. Et donc, souvent, on va balancer sur de l'absurde et sur de l'autoritarisme. Autoritarisme, le mot est lâché. En fait, le cadre juridique peut être transgressé par le politique. Moi, je me rappelle toujours de la première fois où le sigle PAX est sorti dans la presse algérienne. C'était sur Algérie Actualité. C'était 15 jours après octobre 88. C'était toujours illégal de parler des partis illégaux. Et Kamal Belkacem, à l'époque, il a transgressé cette ligne parce qu'il était proche de l'Arbi Berkhir, qui était sur une orientation, on va aller vers une ouverture. Et donc, ce qui était interdit par la loi, en fait, la volonté politique l'a rendu possible. Oui. Et il s'est passé la même chose pour le FFS, le MDA, etc., alors que le cadre était... Donc, tout dépend, Abdelkarim Boudra, en définitive, de la volonté politique du moment et de l'orientation historique du cours politique. Je ne suis pas très compétent pour parler de ces questions, juste une réaction. Il ne faut pas non plus sombrer dans un légalisme. Nous sommes dans une séquence autoritariste où on a un pouvoir d'essence autoritaire qui veut profiter d'une conjoncture pour, comme tu as dit l'Arbi, resserrer les vis et il ne fait pas preuve d'un grand respect pour la Constitution ni pour les engagements internationaux de l'Algérie. Et ça, il faut le dire. Et tu mets tout le monde dans cette séquence de la même manière. Toutes les parties nouvelles et anciennes du pouvoir. Bon, on est obligé de parler un peu comme ça. Il y a un pensionnaire JDD, Mouradia, donc pour toi, c'est la séquence autoritaire. J'étais d'accord avec Rania Moufaq la semaine passée quand elle disait qu'il ne faut pas perdre la nature, l'essence de ce système, mais qu'il faut savoir lire aussi dans un temps long. Moi, je pense que, et c'est normal, hein, le système a ses logiques, a ses finalités, il a ses institutions et il est d'essence dans toute la région, hein, d'essence autoritaire. Et là, on a des velléités d'aller encore plus loin en profitant de cette conjoncture. Et ça a été signalé, il ne faut pas oublier que ça commence à... On a eu énormément de condamnations à l'échelle internationale. Le secrétaire général des Nations Unies s'est exprimé sur cette question en disant « Attention, il y a des pays qui sont en train de profiter... et donc, c'est vraiment... Bachelet a pris également la parole. Les institutions des droits de l'homme ont pris la parole pour dire au pays ne profitez pas de... Donc là, nous sommes dans une séquence autoritariste ou une logique sécuritaire, et ça, on reviendra tout à l'heure. Tu adores une telle du trépied. Le temps long, on va en parler. Le temps long, on va en parler. On va peut-être l'iconographier. Mais dans ce temps long, il y a quand même, pour rester un petit peu dans la conjoncture, il y a eu une attente avec l'arrivée de Abdelmajid Tebboune à Al-Mouradia, c'est-à-dire une réforme politique qui supposait éviter les impasses autoritaires d'avant. Alors, est-ce que cette séquence est terminée ? Est-ce qu'elle a existé d'ailleurs? Parce que bon, quand on essaie de compter les ouvertures, il y en a pas beaucoup. Et est-ce que, et la question s'adresse à vous trois, hein, vous pouvez répondre sans protocole, est-ce qu'on ne nous a pas vendu un scénario un peu pourri de les anciens qui sont là sont la ligne dure
Et ils sont en train de partir. Il y a eu des changements à la tête des services de sécurité. Le dernier, le plus important, c'est celui du général Ouassini Bouazza. Et donc, une fois que le dispositif de Abdelmadjid Tebboune est en place, on aura le déroulement de la feuille de route d'ouverture vers le Hirak qu'avait promise le premier jour de son élection Abdelmadjid Tebboune. La conjoncture, c'était ça. On est en train d'en sortir aujourd'hui, l'Arbi. D'abord, moi, je voudrais intervenir, on en a parlé avant l'émission, c'est de considérer le Hirak comme une séquence historique de ce pays. Ce n'est ni la première ni la dernière. Je pense que dans ce pays, on a raté tous les 10 ans depuis 1979 les virages que l'Algérie devait prendre. Dès 1979, le congrès de Boumediene, il est parti. Alors moi, j'avais des parents qui préparaient les think tanks du FLN qui m'avaient dit qu'on devait abandonner un certain nombre de dogmes et que Boumediene s'était rendu compte que l'idéologie mettait des chbéid et donc on commençait à vraiment faire une espèce de révolution à l'intérieur de la maison. Il est parti, le statu quo est resté. 79, 89, la constitution, l'ouverture politique, virage raté, on l'a payé très très cher. 99, l'arrivée de Bouteflika avec une espèce de, j'allais dire, il traînait pas de casserole, il n'était pas impliqué dans la décennie noire et il a suscité la passion des Algériens, un énorme espoir. Qui c'est qui n'a pas jubilé en l'entendant parler à Crans-Montana, en parlant des généraux? Moi. S'ils veulent venir me chercher, qu'ils viennent me chercher. Je veux dire, on a tous été choqués par cette... on n'est pas obligé d'être embarqué. Il n'y a pas de souci. Vous aviez peut-être une culture politique un peu, ou une connaissance du personnage un peu plus... 99, grosse déception. On arrive après à 2009, le troisième mandat, c'est le début de la fin, le troisième mandat, et on est dans une séquence 2019 après. Cycliquement, tous les 10 ans, il y a des moments historiques que nous traversons, et il s'agit pour moi de négocier celui-là de la manière la plus intelligente. Parce que celui-là, il faut aussi faire la part des choses, les conjonctures politiques, les conjonctures géopolitiques, ce qui était important il y a 20 ans ne l'est plus maintenant, ce qui n'était pas important il y a 20 ans l'est aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tout ça qui fait que l'environnement de ces séquences historiques, aujourd'hui, moi je suis optimiste. J'ai jamais été aussi optimiste qu'aujourd'hui. Tu vas devoir expliquer pourquoi, mais pas tout de suite. Je te reprends juste sur... l'autoritarisme, tu as dit, on s'occupait de la presse papier il y a quelque temps. Oui. Ça c'est la conseil Hamid Green, c'est essentiellement qui est arrivé, qui a essayé d'assécher les revenus publicitaires de Khabar, le Watan et les journaux qui n'étaient pas dans la ligne du quatrième mandat. Et aujourd'hui, c'est la presse électronique. En fait, la presse électronique, ça a commencé déjà avec TSA avant. En fait, on est déjà dans l'étape suivante. On est dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est plus la presse électronique. Nous, on est suspendu pour la partie site. On est suspendu. Maintenant, c'est les citoyens émetteurs, parce que les citoyens sont des émetteurs d'informations. Oui. C'est ça qui est attaqué. Donc, en fait, on est sur une feuille de route extrêmement agressive. Je ne sais pas comment on peut être optimiste alors que Non, moi je pense que c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation, j'allais dire, dans un match de boxe, c'est les 4 ou 5 premiers coups. Le match de boxe, il y a 10 rounds. C'est tout. Je ne pense pas que ce soit une politique... de long terme. De long terme. C'est juste une mise en bouche, tu vois. C'est-à-dire après, c'est un jeu de force. C'est véritablement une partie à jouer. Et ça, c'est... Je ne pense pas... Sincèrement, on considère qu'aujourd'hui, on est... On va t'inviter souvent parce que tu nous fais du bien, là. À l'ère numérique. Je ne pense pas que d'un côté, il y ait des gens qui soient dans l'ère numérique, qui en sont parfaitement conscients, comme toi, comme beaucoup de gens. Et je ne pense pas que de l'autre côté, chez les gardiens du temple, je préfère les appeler comme ça, qu'ils ne soient pas dans l'ère numérique. Je veux dire, ils ont des compétences, je suppose, et ils savent très très bien. Ils ont la même lecture que tu fais de la situation géopolitique, ils la font. Ce n'est pas des tordus, ce n'est pas des attardés mentaux. Le seul problème, c'est un problème de séquençage. Le temps pour nous et le temps pour eux n'est pas le même. Nous sommes dans l'immédiateté, Houma, ils sont dans le temps long. Si la décision doit prendre 4 ans pour se faire, ils prennent 4 ans. C'est ça ce que j'aimerais un peu exposer aujourd'hui. On va y arriver, l'Arbi. Akram, la gestion de l'espace numérique, la gestion politique aujourd'hui et sécuritaire de l'espace numérique, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est en train de prendre le dessus sur la décision politique ?
dans ce qu'on appelle les gardiens du temple, est-ce que les vrais influenceurs, avant c'était celui qui fait le rapport DRS, celui qui est au ministère de l'énergie, ou là je sais pas, où il y a de la rente à distribuer, qui était puissant. Est-ce qu'aujourd'hui les puissants qui vont faire la décision politique et donc qui vont faire qu'il y ait une feuille de route ou pas, son contenu et tout ça, est-ce que ce ne sont pas ceux qui gèrent ces solutions de lecture de grands paquets de data, de ce que nous disons, de comment nous interagissons entre nous, Algériens? C'est possible, c'est possible. Bon, on a vu que l'utilisation de la metadata du big data était surtout important dans les campagnes, dans des campagnes électorales et dans des campagnes d'information. Donc pas pour réguler le mood politique tout au long de l'année. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que la cacophonie qu'on a sur le plan politique à l'intérieur du régime, elle se ressent dans les décisions techniques, dans leur application. On le voit, on voit la concurrence, on l'avait vu à l'époque, la concurrence entre par exemple police, gendarmerie et services dans la surveillance. On a vu dans la concurrence qu'il y avait pour diriger l'instance de régulation des réseaux. Donc ça existe toujours et ça c'est très dangereux. Ça veut dire que on n'est pas à l'abri de décisions très très graves qui seraient prises juste pour des considérations de placement politique à l'intérieur de la pyramide du pouvoir. C'est ça le vrai problème. Et on le voit, on voit ce manque de confiance, on le voit dans les décisions qui sont prises. C'est comme un exemple très simple. L'Égypte est un pays autoritaire. On est bien d'accord, c'est une dictature, c'est un pouvoir qui est plus fort que l'État égyptien. En Égypte, leur loi contre les fake news est beaucoup plus raisonnable que la loi algérienne et surtout beaucoup plus intelligente. Elle considère que les influenceurs, donc que les personnes qui ont plus de 5000 followers, sont des sortes de médias et donc que ces personnes-là devraient avoir une sorte de retenue naturelle qu'ont les médias en Égypte. On n'a même pas ce niveau de raffinement. Ah, ça c'est pernicieux, ça. Ça c'est pernicieux, ça. Ça veut dire qu'on va responsabiliser de la même manière un émetteur c'est raffiné qu'un média. De démarche. Oui. En termes de démarche, c'est très raffiné, c'est très étudié. Là, on est en train de voir que ce sont des coups de massue qui tombent sur les gens. Donc ce sont des décisions hâtives, violentes, brutales et totalement irréfléchies. Abdelkrim Boudra, je voulais rester quand même un moment sur cette trajectoire de l'arrivée la trajectoire de Abdelmajid Tebboune quand il est arrivé, avec cette possibilité éventuellement qu'il y ait une ouverture, un apaisement. On a eu les libérations, 79 activistes détenus d'opinion le 2 janvier, et puis la trappe s'est refermée très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? On spécule, hein, encore une fois, je n'ai pas d'informations, c'est ce que beaucoup ont espéré, c'est-à-dire en considérant que maintenant que le pouvoir réel a installé un représentant, là vont commencer une nouvelle séquence plus politique, mais dans les faits, à part l'élargissement d'un certain nombre donc, de détenus, on n'a pas vu l'entame de passerelle établie avec le Hirak. Donc ça, c'est pour moi les faits. C'est-à-dire je ne vois pas sur le terrain, et Dieu sait que ça peut les servir. C'est-à-dire si réellement le pouvoir tente une négociation avec les Algériens, c'est quelque chose qui peut être vraiment... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle plus tard, c'est qu'il faut plaider pour ça. C'est-à-dire, il y a une possibilité qu'on aille sur une voie raisonnable, une voie qui permet de préserver l'État. C'est ce que veut le Hirak, de consolider la nation, c'est ce qu'a fait le Hirak. Mais à côté, on a une feuille de route, un logiciel politique
dont il faut aussi qu'il faut questionner. C'est pas juste. C'est pas de Alors la je le technique, questionne. Est-ce que c'est la pas feuille de la de route, mécanique, est-ce que cette feuille de route, c'est pas de revenir au 21 février 2019 tout Mais c'est simplement. pas possible, justement, c'est ça l'erreur. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui pensent qu'on peut revenir au 21 février 2019, c'est une grave erreur d'appréciation stratégique parce qu'il y a une conscience politique qui s'est installée, c'est une prise de conscience comme sur le plan psychologique de notre citoyenneté, de l'importance de la liberté, de notre rôle en tant que citoyen, de notre capacité à nous mailler avec les autres Algériens, et il y a en face un système complètement corrompu qui produit des problèmes, qui ne peut pas répondre aux besoins des Algériens et qui veut se maintenir avec moins de moyens que beaucoup Mais moins de moyens. l'Arbi Marham va te dire, l'analyse sur le temps long montre que le pouvoir a cette possibilité de revenir au 21, De revenir au 21 février. février. Le temps long, c'est peut-être ça qu'il dit. Je t'entends et je réagirai si tu veux. Anna, pour moi, il y a des espèces de raccourcis. Le système corrompu, tout ça, c'est des raccourcis. Enfin, c'est des raccourcis. C'est des espèces de mots qui, pour moi, ne veulent rien dire. On n'est pas en Afrique du Sud où tu as des Afrikaners en face avec un pouvoir. Entre Algérie. Corruption ne veut rien dire pour toi. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire considérer que la corruption est circonscrite chez 50 personnes et combattre ces 50 personnes pour régler le problème de la corruption, c'est-à-dire que il faut sortir de cette histoire qu'on est des belligérants, qu'on est dans une histoire de belligérants. Moi, quand je regarde le système, ce qui s'est passé en 2019, moi je le relis jusqu'au congrès de la Soumam. Je veux dire, si on fait une lecture sur le temps long, on se rend compte que les formes ont changé, parce que les circonstances changent, parce que la géopolitique, tout ce que tu veux. Les ingrédients sont les mêmes, et c'est la même question qui se pose depuis le congrès de la Soumam jusqu'à aujourd'hui. Les acteurs changent, mais... On est d'accord sur ça. Mais c'est pour ça que je considère que ce qui s'est passé en 2019, c'est une séquence parmi tant d'autres. Je veux dire, c'est pas un match barrage sur le de deuxième division. C'est juste un match derby en milieu de championnat. Et si on regarde le Hirak et ce qui est arrivé en 2019 sur le temps long, on relativise beaucoup de choses. On fait attention à ne pas crier victoire sur des choses qui m'akach menara. On ne donne pas d'importance à des choses qui m'adom importance. Et surtout, on entrevoit comment fonctionnent les systèmes politiques algériens pour essayer de trouver une sortie. Et la sortie, elle existe. Tout à l'heure, tu parlais des organisations internationales, les droits de l'homme et tout. Dans la situation actuelle de l'Algérie qui fait son job par rapport aux histoires de terrorisme dans le Sahel et tout, c'est-à-dire ça ne les dérange pas. Trucs sans frontières ou l'Europe, c'est pas du tout un problème. Les Nations Unies. Même les Nations Unies. Si ça pouvait servir à quelque chose, on ne serait pas arrivé à la situation en Syrie où Bachar al-Assad, c'est l'interlocuteur incontournable pour régler la question syrienne. Ce que je veux dire, c'est que les choses ont changé. Depuis la chute des Twin Towers, la notion de sécurité a changé, les intérêts ont changé. Tu as un Trump et un Poutine, tu as un Macron. Les choses ne sont plus les mêmes. Là où j'ai du mal à te suivre, c'est quand tu dis que effectivement on peut intégrer dans le temps long et c'est une séquence parmi d'autres, le 22 février. Est-ce que tout de même, le 22 février, c'est pas un tournant important dans la façon dont les choses se sont passées jusqu'à maintenant. On en a connu un tous les 10 ans. Non. Celui-là, il faut pas le rater. En 99, il y a eu une élection, mais il n'y a pas eu de mouvement populaire. Non, et en 88, importante. Et en 88, il y a eu des émeutes de la jeunesse, mais pas un mouvement sur une année avec la forme qu'il a pris avec les Hirak. C'est la forme qui change. C'est la forme qui change. D'accord. L'architecture est la même. On peut parler de l'architecture, c'est peut-être le moment de parler de l'architecture. Anna, pour moi, quand je fais la lecture des systèmes de pouvoir en Algérie, et ça a démarré au congrès de la Soumam. Je rappelle à nos amis auditeurs que l'Arbi Marham est un grand architecte. Je vais essayer de te décrédibiliser un petit peu. Au chalet, la semaine dernière, ça m'a coûté beaucoup de dire que Liam Fouk était l'ami de Lusa Hanoun, dire l'Arbi Marham a été deux fois primé, deux fois.
3 fois. 3 fois primé meilleur architecte, le prix du meilleur architecte algérien, dédié par le président de la République. Non, pas spécialement le président. Moi, le premier, c'est Boutef qui me l'a donné, et après, ça a été les premiers. Donc c'est raté. Je voulais te décrédibiliser, mais bon, c'est raté. Bon, en fait, c'est le meilleur architecte algérien. Mais bon, et donc il va nous faire une séquence. Qui ouvre plus sa gueule, mais maliche. Voilà, il va nous faire une séquence. Voilà, je suis angoissé par cette histoire. Et je ne suis pas aussi emballé par le Hirak que mon ami Abdelkarim. Et je me suis posé la question, pourquoi fondamentalement je ne suis pas aussi emballé? Et c'est-à-dire c'est en cherchant pourquoi est-ce que j'ai cette réticence par rapport au Hirak, je me suis posé la question, je suis un petit bourgeois comme dirait Rani Boufour, mais ça je l'admets, j'ai ma génération 64, moi je suis aussi bien d'accord avec Raymond Aron que Jean-Paul Sartre, mais je ne choisis pas entre les deux. J'ai essayé de comprendre. Et c'est là où j'ai commencé à mettre, avec ma petite connaissance, les éléments en relation pour essayer de comprendre quels sont les invariants et quelles sont les variables. On commence par les invariants. On commence par les invariants, dans ma tête, à partir de 57, c'est-à-dire la naissance du MALG, et je pense qu'on n'est pas sorti de la séquence Boussouf. Le MALG, c'est la colonne vertébrale des services de sécurité. Imaginez-vous un service clandestin dans un système qui était clandestin, puisqu'on était en révolution. Vous imaginez le traumatisme que ça fabrique. Cette logique qu'il y a des gardiens du temple pour qui la notion de souveraineté nationale, la notion de sécurité nationale, la notion de ayadi kharijiyya, toutes ces notions-là, pour eux, c'est une matrice. Ce n'est pas de la langue de bois, c'est une matrice qui a généré tout un système de pensée. Que ce soit avec Médiane, que ce soit avec les Khalayat, que ce soit... Avec l'Arbah, pour commencer. La matrice, c'est la même. Qui m'a dit que tu rentres comme ça, tu sors... C'est exactement ça. C'est-à-dire, quand ces gens-là parlent de sécurité nationale, je leur prête la bonne foi. Le seul problème qu'on a, c'est qu'ils considèrent la sécurité nationale d'une certaine manière, et nous la considérons d'une autre manière. Et au Houma, il y a une espèce de matrice qui traverse le temps, qui traverse les époques. Ça veut dire que le PhD qui a fait ses études à MIT en 2014, la matrice, c'est exactement la même que l'ancien Moudjahed qui a débarqué au Malk, à Oujda en 57. Et quand on a compris ça, on commence à voir un peu... Al-Irdili l'explique un petit peu. Allez, moi, c'est de la déduction. Oui. Donc, dans ma tête, ça, c'est l'invariant. Pour moi, les invariants, c'est que l'Algérie a toujours fonctionné sur des équilibres. Et elle va continuer à... Les équilibres hadou, c'est quoi? C'est l'institution militaire, pour ne pas dire la sécurité militaire, pour ne pas dire... Parce que la seule chose qui reste fixe dans l'institution sécuritaire, c'est les services secrets. Ça peut être bousculé, je ne vais pas te matcher tout de suite, mais ça peut être bousculé. Non, mais ce que je veux dire, la nature même de leur boulot, c'est-à-dire avoir peur et faire peur, ça c'est valable de 57 jusqu'à aujourd'hui. Cette notion qu'il fonctionne au secret, ça, c'est valable de 57 jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une continuité dans le temps. Tu peux changer un chef de région, tu peux changer, mais ça reste. Ça, c'est des espèces d'ADN qui restent, quels que soient les formes. Les autres acteurs, les autres acteurs, pour moi, c'est la présidence. Et la troisième partie, c'est la société civile, le peuple qui va changer. Est-ce que je peux rapidement montrer mes petits schémas que j'ai bricolés depuis ce matin? On va poser juste la question. Oui. Akrab Kharif. Akrab, tu es toujours avec nous? Oui. Est-ce que tu as les moyens de suivre rapidement? Est-ce que il n'y a pas de Facebook Live. Tu ne pourras pas réagir au schéma 2. On va faire rapidement les schémas. Rapidement les schémas. Pour moi, il faut analyser la situation depuis l'indépendance jusqu'à maintenant pour comprendre sur quel terrain on est en train de jouer, quelles sont les équipes en jeu, quels sont les enjeux, quels sont les acteurs, quelles chaussures porter. Je veux dire, si le terrain est en gazon naturel, tu ne vas pas mettre des trucs de tuf, sinon tu n'as rien compris. Et si tu crois que tu as inventé l'Algérie en 2019, c'est que tu te trompes. Et si tu accordes plus d'importance à ce que tu as fait, c'est que tu te plantes. Et si tu n'en accordes pas assez, c'est que tu te plantes. Et c'est ça l'histoire, c'est-à-dire quand on prend le film... Tout ça, c'est aussi pour nous expliquer pourquoi tu n'es pas aussi emballé par le Hirak. Pourquoi? Non, pas. Je suis... Parce que peut générer le Hirak que ne seraient des acteurs du Hirak. Je ne fantasme pas sur le Hirak. Il y a une part de passion que je n'ai pas. Okay. Je considère le Hirak comme une séquence importante, inévitable. Elle devait arriver de toute manière, mais
il ne faut pas lui faire porter plus qu'il n'en faut, il faut lui trouver la juste mesure de ce que doit fabriquer le Hirak comme logique pour l'Algérie de demain. Donc si je reste dans mon raisonnement, jusqu'en 88, est-ce que notre ami peut me montrer le schéma numéro 1 ? Alors, pour nos amis sur Facebook, voilà, il est affiché. Voilà, jusqu'en 88, il y avait, en fait, l'Algérie, c'est un moteur de R4 qui fonctionne, moteur à explosion, même... يمشي بالبترول خويا ما كان ني كارت مير ولا مخزانون ولازم يمشي بالبترول. Donc c'est des engrenages qui doivent fonctionner, fabriquer بيناتهم un mouvement, mais ces engrenages, ils ont toujours eu leur propre autonomie. C'est pour ça qu'on appelle équilibre. Dans ma tête, il y a tout le temps eu les garants du temple, GT, la présidence, et jusqu'en 88, la société civile et le parti étaient confondus. Ça, c'est jusqu'en 88. Jusqu'en 88. On a très bien compris les trois éléments de l'équilibre, oui. Deuxième schéma. 88-99, c'est-à-dire toute la période Chedli. Qu'est-ce qui s'est passé? On passe à droite. C'est la période de la guerre civile. Oui, de 89 jusqu'à l'arrivée de Boutef. Oui. C'est pas la période Chedli. Oui, vers la période Chedli. Mais ce que je veux dire, ce qui s'est passé, c'est que la présidence a rétréci. Du moins, les services de sécurité ont toujours été les mêmes. J'étais gardien du temple. Mais la société, elle s'est complexifiée. Parce qu'il a fallu intégrer de nouveaux acteurs. Parce que ce n'était pas le parti unique, l'économie planifiée. Donc, la bulle société civile, la presse, les hommes d'affaires, l'économie, les partis. On va dire que c'est les résultats d'octobre 88 et de la constitution de février 88. Oui, mais Naya, tu as toujours les trois engrenages, chacun avec sa logique, et chacun fonctionnant avec les autres. Et celui qui a baissé le plus, c'est la présidence dans cette période-là. Celui qui a baissé le plus, c'est la présidence. On est d'accord. On peut avancer? On avance. Boutef 1 et 2. Boutef 1 et 2, tu as le cercle présidentiel, tu as toujours la nouvelle société algérienne née après 88, c'est-à-dire l'économie de marché, la petite bourgeoisie, toute la société... Abdelkrim Boudrag, il est en train de chercher à quel moment lui il intervient dans les bulles là. Il est toujours pas... Non, il n'est toujours pas arrivé. Non, là, c'est-à-dire que... il n'est toujours pas arrivé dans les bulles. Le premier et le deuxième mandat, les gardiens du temple avaient toujours la main. La grande erreur... C'est la bulle qui ne change pas, la garde. Jusque-là, la grande erreur de Bouteflika, ça a été de croire qu'il pouvait perturber cet équilibre. Son histoire, je ne serai pas les trois quarts de président, ça, bien sûr, il a un grand problème, la figure tutélaire indépassable pour lui, c'est Boumediene, pour ne pas dire De Gaulle, et donc son ego, qui est inversement proportionnel à sa taille, l'a conduit à sa perte. Le jour où il a dit « je ne serai pas un trois quarts de président », il avait signé son arrêt de mort, ce n'est pas la première fois. Ben Bella l'a pensé être 100% président, Allah yarhamou Boudiaf a pensé être 100% de président. Le schéma suivant, j'imagine que c'est le schéma où la présidence devient... Voilà. Ce qui s'est passé jusqu'au troisième mandat, ce qui s'est passé, c'est qu'on a le cercle présidentiel qui s'est agrandi et on a une espèce de déstructuration ou restructuration des gardiens du temple. On a commencé à multiplier les directions par 4, et ça, c'est jusqu'au troisième mandat, avec le but, le quatrième mandat, on va voir la dernière figure, qui est la plus importante. C'est la présidence qui devient le centre du monde, j'imagine. Voilà, c'est-à-dire que dans la tête de Bouteflika, il ne fallait plus avoir 5-6 cercles, aussi complexes soient-ils, il fallait qu'il y ait un seul, il en serait le centre. Le clan présidentiel est devenu le centre du système et tout le monde devait graviter autour de ce centre. Il a mis en place une espèce de centrifugeuse. Quand tu n'es pas attiré par le centre, tu es éjecté. Alors, juste pour une transition, ça mérite une réaction. Bien sûr que ça mérite une réaction. J'imagine que par ton exposé brillant pour lequel tu n'auras pas un prix de l'architecture, je suis désolé pour toi. Les dessins sont affinés. Voilà. Je vais avoir des mises en demeure à partir de demain. Il y a un modèle vers lequel la séquence dans laquelle nous sommes tend à revenir. C'est pas celui-là, c'est pas le dernier. Mais c'est ça. C'est pas ce modèle vers lequel on veut revenir. On veut revenir vers le modèle à 3. De taille égale, c'est ça. J'essaie de te suivre, parce que je fais mon rôle de modérateur. De taille égale. Et donc, est-ce que c'est possible de revenir à ce schéma vertueux, entre guillemets, là, monsieur Hada, les badauds, où les trois bulles... On a les trois bulles. Les gardiens du temple. Voilà. Les gardiens du temple. Z d'avancée. La présidence. Voilà, la présidence et Hirak 1. Ah oui, celui-là, on ne l'avait pas vu encore. Bien sûr, je ne vais pas tout dévoiler. Sinon, alors, ce qui s'est passé...
Ce qui s'est passé, c'est ça. Alors, rapidement, ma théorie est la suivante. Moi, je ne suis pas un complotiste, mais je ne crois pas aux choses qui sont... Quand j'analyse avec ma petite tête, à chaque fois qu'on n'a pas pu régler le problème dans l'atelier de mécanique du système, on a organisé, ou on a laissé, où il y a eu un espace pour une éruption populaire. C'est Basnine Baraket, le 5 octobre, et le Hirak. Moi, je pense que le Hirak, il est né... Là, en disant tu es complotiste. Je ne suis pas complotiste. Ah, tu ne l'es pas. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'en tous les cas, je ne crois pas à la spontanéité du Hirak. Ah, d'accord. Je pense que tu es complotiste. Non, pas spécialement. Si. Non, voilà. Pourquoi tu es binaire? Ah, si c'est pas spontané, c'est que c'est organisé. Non. Les conditions sont suffisamment mûres pour qu'il se passe quelque chose. Moi, dans ma tête, le Hirak a commencé à l'échec de Barakat. Tu vas pouvoir le développer. Je dis pourquoi tu vas pouvoir le développer après. Parce qu'on va finir cette émission sur le retour du Hirak, qu'on espère Moubarak bientôt. Et comment il peut fonctionner. Pourquoi je parle de peuple? Je parle de peuple en faisant la différence entre le peuple et la société. Et les élites du peuple. Alors, l'Arbi est un... On t'a pas oublié, Wasmek. L'Arbi est un udimiste en 54. Donc, il va te falloir un peu plus de temps pour peut-être comprendre le cours d'une révolution naissante. Et tu prends délibérément le choix que je ne partage pas de zoomer sur la séquence Malk, qui est importante, mais je peux aussi zoomer plus en arrière. Je peux regarder la naissance du mouvement national, je peux placer le curseur dans les années 30, je peux placer dans la crise berbère, et là on voit que la nature du système, elle vient d'encore plus loin que cet appareil important qui est une colonne vertébrale du système, et qui est la négation de la société, qui est des gens qui veulent s'accaparer un pouvoir parce qu'ils croient qu'ils en sont dépositaires, et il y a une société à côté qui est comme Charles-André Julien, congénitalement inapte à être indépendante. Donc je pense que le Hirak, c'est cette éruption des citoyens dans la scène de manière pacifique, de manière qui s'inscrit dans le temps long, contrairement à ce qu'on pense, qui veut préserver l'État, qui n'est pas en négation avec ce qu'est la présidence ou les militaires. Moi, j'ai pas senti ça et je suis pas sorti pour être contre l'État. Au contraire, et je l'assume. Donc, je pense que être dans une logique déterministe qui place le curseur que sur la dimension sécuritaire, c'est se tromper d'analyse, c'est-à-dire c'est une myopie. Il y a une myopie qui veut qu'on ne regarde qu'une partie qui est réelle. Bien sûr qu'il y a une nature du système autoritaire dans lequel la police politique elle a un rôle important, qu'elle a, oui. Elle a précédé la naissance de l'État algérien indépendant, ça tout le monde le sait, mais c'est pas ça l'histoire. Il ne faut pas se contredire quand vous dites le temps long, c'est beaucoup plus loin, et je pense que c'est pas pour rien que les Algériens, les jeunes qui en 20 ans se sont accaparés les mots d'ordre du mouvement national et qui sont partis très très loin en recherchant des figures emblématiques. Donc, pas assez loin. C'est pas grave. En tout cas, on a senti que le maillage s'est fait entre un mouvement national avec sa diversité, avec une réappropriation des attributs de notre identité, de notre volonté d'être citoyens libres exerçant leurs droits, et ça serait se tromper que de penser que l'appareil sécuritaire, et c'est là où je reviens à ton trépied, c'est que penser qu'un trépied peut fonctionner qu'avec une logique sécuritaire répressive, c'est se tromper. Non. Exactement. Aujourd'hui, on a ça, on a que on met tout sur les appareils de sécurité, police et militaire, et on voit pas que les autres espaces, l'économie ne fait pas son rôle, le politique ne fait pas son rôle, les institutions sont faibles, et on est en train de charger la barque de plus en plus, et c'est pas bon pour l'État algérien. On est en train de mettre en danger l'État en exposant excessivement l'appareil de sécurité et en lui demandant de régler deux problèmes qui n'en sont pas de sa nature. Aujourd'hui, on a un contexte international. Je reviens à ce que tu as dit, c'est
vraiment grave de dire que, à la limite, on fait ce qu'on veut, les Nations Unies, les instances des droits de l'homme, les traités que nous avons signés, qui ont été ratifiés par l'Algérie, les organisations de droits de l'homme, ça c'est une logique j'ai pas envie de la qualifier, et qui va être grave dans la séquence qui vient. La séquence qui vient à l'Arabie, c'est que nous sommes dans une situation économique où l'Algérie doit revenir au marché international. Nous avons un déficit qui va probablement terminer à 20% à la fin de l'année. On va avoir probablement une récession de l'ordre de 5 à 6%. Une croissance négative de 5 à 6%, avec l'hypothèse que les prix le deuxième semestre. On va avoir probablement en 2021 des réserves de change qui vont terminer fin 2020 à 40 milliards, mais qui vont probablement chuter à 15 milliards de dollars ou 20 ou 15 à la fin 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va revenir aux fameux 3 mois uniquement de capacité, de quoi tenir 3 mois. Ça veut dire qu'on va devoir taper une taptabo pour sur le marché international. Et là, tu peux pas lui dire il y a Guterres ou il y a le Parlement européen, il y a les agences de notation. Tu seras obligé de composer. Et le prix va être encore plus cher. Ce que le Hirak dit, ce que les Algériens censés disent, il y a eu des prises de parole. Je vous invite à lire l'intervention de Farid Chaoui. Je vous invite de lire ce qu'a écrit Taïeb Hafsi et des tas d'autres, les propositions de Nour Bouskine et d'autres qui sont en train de dire il y a d'autres possibilités en composant avec la société. Alors c'est là où il y a le point de il n'y a aucune alternative ni pour l'État, ni pour la société, ni pour l'Algérie s'il n'y a pas de négociation entre le pouvoir, quel qu'il soit, incarné par Tebboune ou par Qaddour ou par Amr, par les GT ou les gardiens du temple, exactement, dont une partie ira في الحبس ou une partie va peut-être partir ou je n'en sais rien. Donc c'est une tchouka qui n'assure pas, qui ne rassure pas. On n'est même pas dans la stabilité du système où on a tout fait pendant 15 ou 20 ans. Non, ça va pas là aussi. La mécanique, elle existe, elle est réelle, et on n'a pas intérêt à ce qu'elle explose. C'est ça. J'ai pas intérêt ça me fait mal de voir ces généraux-là, c'est-à-dire, en tant qu'Algérien, des gens qui ont été aussi responsables, je n'ai pas de sympathie particulière pour eux, s'ils ont fait des bêtises, et il faut qu'ils soient jugés, mais ça m'honore pas en tant qu'Algérien de voir autant de responsables civils ou militaires traîner comme ça dans la boue, alors qu'ils étaient, il y a quelques jours ou quelques semaines, portés par ces... Donc là, il n'y a pas de sortie possible. Si on ne réconcilie pas cet État qui est incarné par des institutions faibles et peut-être l'institution militaire qui est le Mazalha Waqfa, et tant mieux, il faut que tu aies Waqfa, et le reste des institutions sont très faibles. Moi, je pense que sur le reste des institutions, les gens se trompent. On a l'armée qui est forte, mais tu penses à la présidence? Je pense particulièrement à la présidence, mais la primature aujourd'hui, parce que qui a contrôlé les décisions techniques, parce que c'est ça, la mécanique de gouvernance, elle est complexe. Le président est dans des ordres. C'est pas lui qui produit des textes de loi. Et quand on se retrouve avec des textes de loi qui sont mal fichus, ils sont mal rédigés, et on a eu des grands spécialistes de droit qui disent que ces dernières années, on a un problème technique de rédaction des textes de loi. Et là, on a des institutions qui sont affaiblies. Quand on voit qu'on ne peut pas organiser les solidarités, on a des institutions qui sont affaiblies. Ça, c'est une réalité. Et c'est pas faire offense à l'État que de le dire. La situation est a en face d'elle une société qui s'est réveillée à travers ce mouvement qu'on appelle Hirak, pacifique, national, qui a consolidé la nation et qui est porteur de solutions. Il n'est pas un problème. On a voulu qu'au lieu de s'appuyer sur ce Hirak pour bâtir une sortie de crise, même négocier, il faut arriver un jour où on l'a dit, la question ne se pose pas. Mais vouloir gouverner contre ce peuple-là,
qui est de plus en plus mécontent et qui va l'être de plus en plus si la situation économique va s'aggraver, et elle va s'aggraver, si la situation sociale va se dégrader, et elle va se dégrader. Comment cette mécanique-là va répondre aux attentes citoyennes? Donc, ma quelle liberté, ma quelle khobz, ma quelle khidma, ma quelle qaraya, ma quelle santé, comment ça va pas, ça va exploser. Et je reviens et je termine par ça. J'avais dit d'ailleurs ici à Maghreb émergent que le temps des réformes douces que Nebni a appelé de ses voeux dès 2012, et on a fait des propositions pour dire Yajma'a en 2012, l'iceberg et l'ajustement structurel de Dahkoualina. Elle m'a dit dans une rencontre sur le presque les oiseaux de mauvais augure dans une réunion, dans un truc public. Et là, on a dépassé ça. On ne peut plus faire de réformes sans douleur. Peut-être une séquence, on peut faire des réformes avec de la sueur, c'est-à-dire en suant et peut-être un peu en pleurant un peu. Nous sommes à la fin de cette séquence. Et si on ne fait pas les réformes d'Orca, c'est-à-dire dans les semaines à venir, qui engagent une alliance entre cet État et cette société et ces citoyens-là, incarnés aujourd'hui par le Hirak, on ne s'en sortira pas, et ça sera forcément quelque chose de beaucoup plus dur. Akram, juste Akram, parce qu'il ne faut pas qu'on le perde, et on va pas trop tarder parce qu'on approche de la fin de cette émission. Il y a un programme derrière le Café Presse Politique. Akram, à quel équilibre peut revenir le pouvoir parmi les équilibres qu'a cité l'Abbé Marhoum, sécuritaire, mouvement populaire, présidence? Allô? Akram n'est plus avec nous. On l'a perdu. On l'a perdu, je pense. Ce que je voulais dire, oui. on dit la même chose. C'est-à-dire qu'on est revenu à l'histoire d'avoir les 3 engrenages. Parce que Boutef, sur le 4e mandat, il a posé un système centrifuge. Même la société, elle est rentrée dans la centrifugeuse. La distribution qu'il a fait de la rente a fait que chacun de nous, sur le 4e mandat, a réglé son problème, d'une manière ou d'une autre. Tout le monde a gravité autour de la centrifuge, autour du centre. واحد قريب واحد شويه بعيد واحد بعيد كاع الامام شاش il a été éjecté, c'est la loi de la centrifugeuse, et c'est là où il a eu 1000 milliards pour faire ça. 1000 milliards. Nous, il nous faut quémander 20 milliards pour survivre. C'est ce que je dis. Là, l'extrême occasion d'aujourd'hui, c'est qu'on est revenu à 3 engrenages. Qu'aujourd'hui, il y a la présidence, il y a le Hirak et il y a les gardiens du temps. La présidence, c'est un projet en gestation. Enfin, il y a la présidence, mais voilà. Elle est là, c'est-à-dire que on a été, les gardiens du temple ont décidé qu'il fallait parachever le dispositif institutionnel. Alors, on va finir. Il était prévu qu'on parle un peu plus longuement de l'avenir de ce que le Hirak va produire. On va en parler. Mais on n'aura pas assez de temps. Donc on va l'évoquer. On va l'évoquer plus rapidement. On pourra en reparler. Akram est avec nous à nouveau. Oui. Akram, je voulais juste te poser la question. Je ne sais pas si tu as entendu les 2 développements de l'Arbi et de Abdelkrim, mais je voulais juste savoir à quel équilibre on pouvait revenir aujourd'hui avec la tentative de remettre la présidence au cœur du jeu. Oui, j'écoutais justement l'Arbi a déjà le Covid, quoi. Merci. على سلامتك. Et tu manquais les croquis, c'est pour ça, tu n'avais pas l'image. Tu n'avais pas vu les croquis. Non, la tentative de remettre la présidence au cœur du système, elle risque de... Dans le système. Pas au cœur. Là, au cœur. Non, mais... Lui, il veut l'interpréter, comme ça, on va le laisser. Au cœur du système. Donc, de faire de la présidence le cœur de la prise de décision, donc influencer les autres pieds du fameux trépied, c'est une idiotie totale. Non seulement ça risque de marcher, mais ça marchera et ça cassera la gueule au pouvoir. Parce qu'un trépied qui a les 3 pieds fermés à un seul endroit devient instable.
Non, mais C'est ce qu'a dit l'Arabie. C'est ce qu'a dit l'Arabie. Mais c'est pas grave. L'Algérie a toujours eu besoin d'un 3/4 de président. Je veux dire, ça c'est une évidence. Et puis la nouvelle donne, c'est quand même l'éruption populaire. On va finir cette émission sur une dernière question, mais malheureusement on ne pourra pas trop la développer. Je la pose d'abord à l'acteur de la société civile qui est Beni et qui est Akram Kharif, aussi avec les journalistes évidemment dans le mouvement de riposte aux arrestations et à la pression sur la presse. Donc à Abdelkrim Boudra, le Hirak va forcément revenir sous une forme qu'on peut interroger. Est-ce que cette quarantaine de plusieurs semaines n'est pas l'occasion de réfléchir à une autre approche et comment le Hirak peut mettre à profit cette période-là pour peut-être venir avec ce qu'il a évité de faire jusqu'à maintenant, de manière, on va dire, large et précise, etc., une feuille de route politique. Je pense notamment, pour être précis dans ma question, parce que je n'ai pas le temps d'en poser d'autres, la réaction par rapport à la réforme constitutionnelle. La présidence va reprendre la main, elle va mettre sur la table la réforme de la Constitution. Bon, on sait déjà que c'est un projet qui est en danger, puisqu'il est couvert par les arrestations. Il y a un climat politique très peu propice à un grand projet novateur. Comment le Hirak doit dealer avec cela? Est-ce qu'il doit faire des propositions et est-ce qu'il doit s'organiser pour porter ces propositions? Sincèrement, je ne m'aventurerai pas à dire ce que sera le Hirak ou encore moins ce qu'il devrait faire. Le Hirak est pour moi quelque chose de spontané, porté par des consciences citoyennes qui se sont agrégées et qui font ce qu'ils ont à faire. Donc je pense que le Hirak, en tant que rappel des exigences, va reprendre. Et on a vu Hong Kong, le Liban, dans un contexte difficile, terrible, qu'on ne souhaite pas à l'Algérie, c'est déjà, ça a repris ce vendredi, deux endroits au Liban, à Trablos et à Beyrouth. Au Liban, sous une forme qu'on ne souhaite pas, c'est ce que j'ai dit. Bien sûr, non, mais pour dire que même dans un contexte de corona, et ce qu'il y aura de nouveau probablement, c'est que la dimension sociale, économique va peut-être être beaucoup plus présente, et c'est l'un des challenges du Hirak d'ailleurs, comment accueillir ça, et les insatisfaits de la gouvernance actuelle, parce qu'on voit, ça c'est des faits, dans les réseaux, les gens qui ont dit j'ai voté mais je ne me retrouve pas dans ce qui est en train d'être fait. Donc on peut supposer que c'est quelque chose qui est inéluctable. Maintenant, quelle forme ça va prendre, etc. Ça sera la décision des Algériens qui vont s'organiser comme ils l'ont toujours fait, et je leur fais entièrement confiance. Je n'ai aucun souci qu'ils trouveront les bons repères. Maintenant, ce que tu suggères, c'est pas le rôle du Hirak en tant que Hirak, mais des espaces d'intermédiation, c'est-à-dire des partis politiques, de la société civile, des think tanks. Mais là, la balle est dans le camp du pouvoir, c'est-à-dire si le pouvoir veut réellement établir des passerelles, écouter, entreprendre une quelconque discussion sérieuse, il sait ce qu'il a à faire. Et là, la société civile, les feuilles de route, ont dit clairement, voilà les points de départ qui fait qu'on pourra se mettre à discuter de quelque chose. Et je le dis encore une fois, si il n'y a pas cette alliance, s'il n'y a pas un pouvoir qui s'appuie sur la situation, et surtout sur la dynamique hirakienne, pas sur les citoyens que nous avons été passifs, qui cherchent uniquement leur intérêt. Le Hirak est composé de gens qui veulent préserver l'État, qui veulent préserver la nation et qui ont fait preuve de maturité. En une semaine, et à Adjaba, la décision d'arrêter les marches s'est prise avec des débats terribles qui ont eu lieu. Ça a pris 10 jours, maximum 10 jours. Le jeudi d'après, tout le monde avait décidé de ne pas marcher. Cette conscience-là, cette intelligence qui a fait preuve un peu de bon sens, il faut l'utiliser et la solliciter pour bâtir une sortie de crise, et nous allons vers des zones de turbulence fortes. Moi, je voudrais te poser une dernière question différente. Oui. Ta théorie du temps lent et de comment tu places les séquences dans le temps lent. Nos amis auditeurs ne le savent pas. Tu es le neveu d'un héros national, l'Arbi Ben Mehdi. L'Arbi Ben Mehdi, CCE, Alger. On a fait le reproche à l'Arbi et à Ben, à Ramadan, d'avoir lancé la grève des 8 jours qui a cassé l'organisation politique à Alger.
qui est devenue la bataille d'Alger dans la langue de Massu, dans la propagande de Massu, et qui a cassé l'organisation politique. Et qui a ouvert la voie à la sortie de la direction de la révolution, de l'intérieur vers l'extérieur, et qui l'a précarisé. Et le politique s'est effondré face aux sécuritaires, face au ce qui va donner le groupe de Oujda et du Mal. Et donc c'était un moment politique de confrontation avec le colonialisme qui est passé par un acte politique, la grève des 8 jours, qui a ouvert peut-être la voie à cette séquence que tu as évoquée de la naissance du MAG, etc. Est-ce que toi, tu ne vas pas, à un moment donné, quand même considérer que le Hirak, quand il pose, parce qu'il pose la question politique, du changement, du retour aux politiques, Doula, Madania, Machi, Askaria, c'est quand même, dans sa radicalité, un rétablissement de ce moment. Donc il fait la connexion avec ce moment du CCE de janvier 1957, dans lequel ton oncle a joué un rôle essentiel et qu'il a payé de sa vie. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une connexion sur le temps lent? Finalement, on n'est pas dans la même histoire de ce point de vue. Moi, je considère qu'on est dans une séquence qui ressemble. Moi, je fais la différence entre le Hirak 1 et le Hirak 2. Ce que je dis, là où je ne suis pas d'accord, mais je reste... il y a quelque chose qui s'appelle le peuple. Il y a quelque chose qui s'appelle la société. Il ne faut pas faire la confusion entre les deux. Ce qui fait peuple ne fait pas forcément la société. Et ce qui fait société ne fait pas forcément le peuple. Un peuple, ça a une dignité, ça a une fierté. Tu le fais bouger avec 3 mots. Si tu mets le 4e, il ne bougera pas. Une société, c'est beaucoup plus compliqué. Une société, ça n'a pas de dignité. Ça a des intérêts, c'est des groupes, c'est des gens qui doivent fonctionner ensemble, c'est des intérêts économiques, c'est des intérêts idéologiques. Le Hirak 1, ce qui a fait bouger les Algériens le 22 février, ce n'est pas des considérations ni économiques ni sociales, parce qu'ils se sont sentis méprisés. La photo du cadre qui parle au cadre, du cheval qui parle au cadre, ça a touché tout le monde, aussi bien celui qui est au chômage que celui qui est à la tête d'une multinationale. Et c'est ça qui a fait bouger. Dans mon esprit, le Hirak 1, la force Tao, c'est cette idée de peuple, c'est faire peuple. Si tu rentres, après on a eu le problème des féministes, le problème du drapeau berbère, le problème des arabisants, le problème... Voilà, je problème. Pas le problème, il y a eu des malaises, il y a eu des interrogations, il y a eu des gens... Des expressions de... Oui, mais je pense qu'il faut revenir à la case 1. C'est-à-dire, il faut faire peuple et se positionner en tant qu'engrenage un seul, pas 50 000 engrenages qui fonctionnent ensemble. Il faut déterminer une feuille de route très simple, faire à 3 ou 4 objectifs politiques. Laquelle? Dans ma tête, aujourd'hui qu'il y a le triptyque, le Hirak, l'institution gardienne des temples et la présidence, je prends acte que le président a parlé de dialogue, a parlé de Nouvelle-Algérie, a parlé de rajeunissement, a parlé... Bon. Il faut le challenger sur ce terrain. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire si on ne fonctionne pas à 3, et ils le savent. Je ne pense pas qu'ils pensent faire construire l'Algérie sans le Hirak. Le seul problème, c'est un réglage de vis platiné. La notion du temps n'est pas la même. Donc, dans ma tête, il y a un canal de discussion à poser. Dans ce canal de discussion, il fait 3 mètres. Il y a 2,50 m de mur, faire les arrestations, faire la nouvelle loi Al-Uqubat, faire tout ce qui nous horripile, tout ce qui fait les points de fixation, faire Khaled Drarni, faire Bourga, faire Tabou, faire tout ce qui nous horripile, tout ce qui nous fait sortir de nos gonds, c'est les 2,50 m à dos. Et il reste un passage de 50 cm. Ce passage de 50 cm, donc si on reste avec une espèce de logique, idéaliste, c'est pas le mot, mais je veux dire passionnée et chaude, on va vouloir passer dans les 2,50 m. Dans ma tête, il faut essayer d'avoir la capacité de se faire violence et de se dire il faut passer dans les 50 cm. Et dans les 50 cm, l'institution militaire, elle a posé toutes ses cartes. Et elle a eu plus de gains que le Hirak sur 1 an. Elle a réglé le problème de la centrifugeuse. Elle est en train de faire une purge pour reposer les équilibres. Homa, le bilan sur cette année du Hirak, c'est 100%. Ils ont checké toute la do list. Hna, le Hirak, on a servi de dynamo sur la première année pour ça. Aujourd'hui, la dynamo, il faut qu'elle fonctionne pour nous. Je ne suis pas d'accord, mais je considère que pendant 1 an, on a fait du vélo d'appartement. Aujourd'hui, il va falloir bouger. Et c'est là où j'interpelle le président par rapport à ses promesses. Il a parlé de tendre la main au Hirak, il a parlé de la Nouvelle-Algérie, il a parlé de revoir la Constitution. C'est là où il faut l'attendre. C'est-à-dire qu'à la limite,
Gaël, la Constitution, il faut l'amender, il faut la mettre sur le net. Et que chaque Algérien puisse intervenir sur cette Constitution, ou chaque groupe d'Algériens, ou chaque corporation. Non, c'est-à-dire, monsieur, ils sont en train de faire un projet d'écriture, d'un brouillon de ce qui devrait être... Il est sur le bureau présidentiel. Allez, mais depuis la mi-mars. On va consulter... 50 cm. Les 50 cm, c'est le draft de constitution qui est sur le bureau de... Un peu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il la mette sur le net, mais Goulnesh, société civile, il consulte Mohamed, mais il surtout, consulte pas Jafar, il la met sur le net trop. Là, mais ce qu'on retient surtout, c'est qu'il ne faut pas se concentrer trop sur les 2,50 m de mur. Je veux dire, se concentrer sur les 2,50 m de mur risque de poser problème. C'est-à-dire, en fait, c'est les préalables, c'est rester sur les... Voilà. Si on reste sur ça, on va perdre cet espace de 50 cm. C'est un peu ce que dit Soufiane Djilali. C'est possible. Et surtout, le rajeunissement de la classe politique, je pense qu'il faut fabriquer une nouvelle classe politique. La classe politique Tana, elle a montré ses limites. Je veux dire, aussi bien t'as l'alliance que les canaux d'Akhel, que les canaux à côté. Le Hirak a mis... Tu vas te faire beaucoup d'amis avec ça, mais moi, c'est pas grave. Oui, mais je veux dire, il faut fabriquer une nouvelle classe. Je n'ajouterai pas un mot. Il faut absolument qu'il y ait une espèce de simplification de l'éligibilité des candidats libres, des candidats indépendants. Il ne faudrait pas que tu demandes 50 000 voix et 3 000 signatures pour pouvoir te présenter en tant que candidat. Abdelkarim Boudra, la société, entre guillemets, a raté les 50 cm et s'est entêtée sur les 2,50 m de 60 cm. Je ne suis pas d'accord ni avec l'image, ni avec l'analyse. L'Arbi, le Hirak ne bâtit pas des murs, il est en train de les casser, il ouvre des boulevards, il est en train d'offrir des perspectives. Le bilan d'un an de Hirak est très positif. Nous avons une société qui s'est consolidée, une nation qui s'est consolidée. Un peuple. Le peuple, c'est autre chose. Je ne sais pas quelles sont les définitions du peuple. Le peuple, c'est beaucoup plus complexe à définir. Le peuple, c'est au nom de quel se dit le droit. Et à ce titre-là, il faudrait qu'ils entendent le peuple au nom duquel devrait se dire le droit. Non, le peuple, dans le logiciel autoritariste Moustabid, c'est Raji. Il a bien résumé Boukroua. Donc, ce que je reviens, mais allez, c'est-à-dire, c'est un autre débat. Ta définition du peuple et société, je la discuterai dans un autre cadre. Le Hirak ouvre des perspectives, le Hirak ouvre des boulevards, il a offert des solutions et c'est tout ce qu'il peut donner. On ne peut pas lui demander d'être une institution, un pied parmi les trois. Non, ça c'est les citoyens algériens qui doivent avoir le droit d'exercer tous leurs droits sans discrimination et choisir les gens qui vont les gouverner et qu'ils soient redevables. Si le pouvoir accepte cette idée, c'est-à-dire de changer la nature de son fonctionnement, c'est qu'on est à la fin d'un cycle lent, mais khlas, il faut qu'on commence à engager autre chose et qu'ils ont cette intelligence de dire préservons l'État. Tant qu'on a une nation qui est forte et puissante, consolidée par le Hirak, pas par ce pouvoir, ce qu'a fait le Hirak en une année dans la consolidation de la nation algérienne, toute cette gouvernance de plusieurs décennies, elle ne l'a pas fait. Et ça, c'est énorme. Nous avons eu l'irruption de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Moi, je suis ravi d'écouter, de lire des Algériens. Et je dis, demain, j'ai vraiment envie de voter pour eux. Mais ils sont interdits d'exercice politique. C'est-à-dire, une nouvelle société politique. Il faut leur laisser la possibilité de le faire. Donc, je pense que, en tant que conscience citoyenne, en tant que consolidation de la nation, en tant qu'irruption de nouvelles figures, de nouveaux espaces, de nouveaux collectifs, le Hirak a énormément, et on le voit sur le plan de la solidarité, ce qui fait tourner la machine de la solidarité aujourd'hui, c'est les gens du Hirak qui ne vont pas se faire d'illusions. Ils ne veulent pas l'afficher en tant que tel, mais c'est ça la réalité. Ils se font confiance, et je pense que c'est fécond. Le message que l'on peut lancer à ceux qui gouvernent actuellement, ne tombez pas dans l'erreur de penser que vous pouvez prolonger un système qui est fini, qui va encore peut-être durer je ne sais pas combien de temps. Bâtissez quelque chose, écoutez les sages. Encore une fois, il y a beaucoup qui ont parlé, les derniers, c'est Farid Chaoui, c'est Taïeb Hafsi, et c'est pas des gens qui sont... Il y aura pas... Très bien, maintenant, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour, et que le pouvoir... Lui, il pense qu'ils en sont conscients. Ils en sont complètement conscients. C'est un problème de réglage de vis platinier. Donc c'est un problème de temps. C'est un problème
produit On autant, achète, mais on achète, c'est on bien. achète, on achète. Non, on est ils pas- en sont conscients. Moi, ce que je dis... Achète. Ah, Non, dans la situation où nous nous trouvons. non, ce que je dis- Akram, une question juste pour finir, pour ne pas. On va finir là, on a terminé. Hein, on a dépassé dépassé les 5 minutes. de beaucoup. Akram, tu penses que c'est juste une question de temps qu'ils vont comprendre tout ça? On va finir. Hein. Ah, il n'est plus avec nous, Akram. Ok, on va le remercier donc pour sa participation. J'espère qu'il n'a pas repris la fièvre du Covid, comme il a dit tout à l'heure. Là-bas, ça la batte. Ça la batte. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à nos amis auditeurs de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Je pense que c'était Et fécond. encore une fois, Khaled et tous les Voilà. détenus, Farsaoui, les autres, on pense à vous. Rabbi farja alayhum, Rabbi Inch'Allah. farja alaykum, Inch'Allah. Inch'Allah. Amen, vous le faites pour moi. Merci beaucoup. À nos amis auditeurs, vous pouvez toujours nous rejoindre avec un VPN sur nos différents sites, radio1.info, et nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. À très bientôt. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.